Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette table ronde sur le surtourisme. Donc, dans cette table ronde, nous allons discuter avec 4 intervenants. Alors, je vais présenter à ma droite donc Marika Arabi-Onella. Vous êtes chargée de mission tourisme durable au réseau des grands sites de France. Donc, bienvenue, merci d'être parmi nous. À ma gauche, Madame Ariane Salmet, donc, qui est chef de projet valorisation patrimoine et l'architecture à la DRAC Île-de-France. Bienvenue aussi. Et puis, à ma gauche, donc, Gauthier Auxerre, qui est directeur commercial de la société Affluence. Voilà, on parlera tout à l'heure de quoi il s'agit, Affluence. Donc, je vous prie d'excuser Étienne Martegout, qui est maire de Richelieu, vice-président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais avec qui nous avons un petit peu échangé. Alors, avant de lancer les questions et les grands débats, juste quelques mots sur ce thème, sur le surtourisme. Alors, il faut savoir que depuis les années 1980, il y a à peu près 2000 publications dans le monde sur cette question de la surfréquentation des sites ou sur les capacités d'accueil. Donc, c'est un sujet qui n'est pas vraiment nouveau. À l'université, nous avons l'habitude d'utiliser un modèle, notamment celui de Richard Butler en 1980, qui parle de l'évolution des lieux touristiques. Et dans son modèle, où il explique qu'il y aurait une certaine saturation, s'inspirant des modèles des cycles de vie. Donc il y a déjà une littérature assez importante. Alors d'ailleurs en 2015, un groupe de chercheurs a travaillé sur l'impact de la fréquentation sur des sites naturels et ils ont relevé 5 conclusions à partir de l'étude de la revue de la littérature de travaux scientifiques qui ont été menés précédemment. 5 points à retenir. Donc premier point sur la capacité de charge finalement qui est difficilement calculable. Il n'y a pas de calcul mécanique en tant que tel sur cette fameuse capacité de charge. Ce qu'on sait évidemment, c'est que toute présence humaine induit des changements environnementaux. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas de causal effet entre la quantité de la fréquentation et l'impact sur l'espace. Donc un exemple, c'est que quelques faibles pratiques équestres des cavaliers sur un sentier vont parfois créer plus de dégâts qu'un groupe de randonneurs piétons. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, c'est aussi le type d'usage. Troisième élément, sur la capacité de charge, finalement, on s'aperçoit que c'est un jugement de valeur. On est avant tout dans un aspect qui est quand même plutôt politique, où en fait, selon les populations, selon les territoires, la perception est quand même relativement différente. Quatrième point de vue, la capacité de charge à elle seule ne suffit pas finalement à expliquer l'équilibre à créer entre la protection d'un site et la fréquentation. Il faut comprendre que le tourisme, dans certains cas, génère des revenus et ces revenus permettent de protéger les sites. Donc finalement, la quantité n'est pas non plus un impact dans cette relation-là. Et cinquième point, la question du changement, de changer une situation, paraît inacceptable sur certains acteurs. Alors aujourd'hui, on a un réveil qui est un peu plus important sur les enjeux de changement climatique. En arrivant au Mans tout à l'heure, j'entendais qu'il y avait encore des inondations dans les Hauts-de-France. Là, on s'interpelle, on pose des questions en disant qu'est-ce qui va se passer par rapport à la valorisation d'un site, d'un territoire. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une conscientisation qui apparaît. Mais s'il n'y a pas de risque ou d'enjeu, le changement paraît assez inacceptable. Alors, première question qu'on peut peut-être se poser, on a parlé de surtourisme, mais on parle aussi d'hyperfréquentation, on parle aussi d'overtourisme en anglais, on parle de surfréquentation. Quel est le bon vocabulaire à employer? Alors, je sais que chez les grands sites de France, Madame Arabi-Onella, vous avez réfléchi sur le vocabulaire à utiliser, et notamment, quelle est selon vous l'intensité acceptable? Allô? Oui, c'est bon, on m'entend. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'avoir convié le réseau des grands sites de France à cette discussion, puisque en effet, le réseau des grands sites de France travaille depuis de nombreuses années, à vrai dire plus d'une vingtaine d'années, sur la question de la gestion durable de la fréquentation, dans des espaces que vous connaissez par cœur, puisque ce sont le Marais Poitevin, la baie de Somme, les gorges du Verdon, les dunes de Flandre, la dune du Pilat, et j'en passe. Ce sont des paysages remarquables, protégés par l'État. Et nous, notre rôle en tant que réseau, c'est de fédérer ces collectivités au sein d'un espace de partage et de discussion où on puisse trouver des solutions ensemble et réfléchir à des notions, notamment sur la fréquentation, mais il y en a bien d'autres, la démarche paysagère, etc. Et ce qu'il faut peut-être retenir sur les grands sites de France, c'est que ce sont certes des espaces paysagers, de nature,
mais où le regard de l'homme posé sur la nature est extrêmement important. Il y a une forte notion culturelle qui est associée aux grands sites de France. Et c'est une démarche qui est portée par les collectivités dans le cadre de cette politique nationale portée par le ministère en charge de l'écologie, qui imbrique très délicatement culture et nature. Voilà. Et du coup, en effet, on a été associé à un travail qui a été mené par la Direction générale des entreprises, la sous-direction du tourisme, pour travailler à définir un petit peu, à faire langage commun sur la question de la surfréquentation, de quoi on parle, du surtourisme, les pics de fréquentation, etc. Et on est arrivé à un espèce de consensus au bout de cette discussion où on a en fait identifié une notion fortement liée à des flux touristiques qu'on évalue en termes spatio-temporels et en termes d'impact. On peut facilement imaginer qu'un pic de fréquentation, quand il est ponctuel, quand il est sur des dates très fléchées, qu'on peut peut-être même anticiper, le 14 juillet, le 15 août, le week-end de Pâques, etc., et qu'il est en plus très localisé dans l'espace, c'est-à-dire le point de vue sur les falaises d'Étretat, le point de vue sur le point sublime des gorges du Verdon, etc., on peut anticiper la gestion de ces pics de fréquentation. Progressivement, si ces pics de fréquentation s'installent dans la durée, c'est-à-dire que tous les ans, aux mêmes dates, nous avons un nombre important de touristes qui arrivent sur ces espaces géographiquement restreints, on commence à avoir le surtourisme qui s'installe et des dégradations qui viennent s'installer dans la durée. Et c'est pour ça que les notions vous l'avez bien dit, de numéraire ne sont pas uniquement à prendre en compte, mais aussi en termes d'impact. Et j'aimerais aussi ajouter que finalement, ce n'est pas uniquement le nombre de touristes qui fait surfréquentation, c'est aussi l'absence de gestion, en fait, l'absence de mesures qui ont été prises pour fluidifier, pour aménager, pour prendre en compte ces visiteurs. C'est aussi des comportements, comme vous le disiez, un comportement de randonneur, un comportement de cavalier, un comportement de personne qui n'a jamais fait de randonnée de sa vie et d'un randonneur expert ne sera pas impactant de la même façon. Donc tout ça, ce sont de nombreux paramètres à prendre en compte dans ces définitions. Voilà, et je vais m'arrêter. Alors, c'est vrai que là, on parle plutôt d'un patrimoine naturel plutôt concernant les grands sites. Du côté du patrimoine bâti et architectural, alors je crois lors de notre échange en préparation de cette table ronde, vous m'expliquez que vous ne parliez pas de surtourisme, mais plutôt de pic de fréquentation, d'intensité en Île-de-France. Alors, vous m'entendez ? Donc moi, je travaille à la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France et en lien étroit avec le comité régional du tourisme avec lequel nous avons une convention. Alors, en termes la région Île-de-France est un territoire vaste où il y a effectivement des spots touristiques très connus, où il y a une forte fréquentation, Versailles, le Louvre, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc. Enfin, vous les connaissez tous. Mais c'est évidemment pas le cas de toute la région Île-de-France, où on a une richesse patrimoniale qui est répandue sur tout le territoire, mais qui est très peu connue. Si on parle de l'Essonne, si on parle de la Seine-et-Marne, si on parle du Vexin français dans les Yvelines, même si on parle de la première couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, etc., il y a des richesses patrimoniales qui sont extrêmement importantes et extrêmement peu connues. Donc évidemment, on ne parle pas de surtourisme en Île-de-France. En plus, je fais peut-être une petite blague de mauvais goût, mais le terme de surtourisme a été extrêmement employé. En plus, avec les problématiques de durabilité, il est de plus en plus employé par la presse, je dirais un peu à tort et à travers. Et c'est un terme qui a une connotation extrêmement négative. Et si je prends un autre exemple, les punaises de lit. Voilà, dans le duplex, dans le ciné à plusieurs salles à côté de chez moi, il a été dit dans Le Parisien qu'il y avait des punaises de lit. Donc on ne sait pas s'il y en a encore, si c'est vrai, dans quelle salle c'est. Mais enfin, moi, je ne mets plus les pieds dans le cinéma. Et je veux dire, la question du surtourisme, il y a aussi un peu une question politique et quelquefois, c'est un peu employé à tort et à travers. Donc effectivement, en Île-de-France, il n'y a pas de surtourisme et il y a effectivement des sites où il y a, comme disait Marika, des pics de fréquentation. Et la question qu'on se pose, c'est comment travailler
sur ces pics de fréquentation qui sont soit dans le temps, soit dans l'espace. Donc comment on travaille sur les pics de fréquentation pour les lieux qui en bénéficient, et surtout comment on gère les flux et on fait en sorte que les flux de visiteurs se diffusent sur toute la région et pas uniquement sur les spots très connus. Et si on prend le contexte de la crise du Covid, on voit que suivant les établissements culturels, suivant les lieux culturels, les conséquences n'ont pas du tout été les mêmes. Les gros établissements, le Louvre, Versailles, etc., ont énormément souffert économiquement de la perte des visiteurs internationaux. Mais par contre, et notamment dans la période où on avait tous ce droit de se balader à 100 km autour de chez soi, les Franciliens ont découvert, ou redécouvert, mais pour beaucoup découvert, leur patrimoine de proximité. Et finalement, les petits lieux culturels ont beaucoup moins souffert de la crise Covid que les grands établissements. Donc la question, effectivement, c'est comment on gère les flux. Et dans ces lieux très fréquentés, c'est la question de la qualité de la visite. Comment on travaille sur la qualité de la visite. Et donc, je ferai peut-être juste une citation de Laurence Descartes, qui est donc la nouvelle présidente du musée du Louvre, qui a dit « S'il y a une leçon à retenir justement dans cette période d'après-crise et de reprise de fréquentation, c'est qu'il nous faut réfléchir à la qualité de l'accueil et à la qualité de la visite. Il ne faut pas revenir au monde d'avant. » Donc vraiment, la question qui se pose sur les lieux très fréquentés, c'est la qualité de la visite. Et au niveau d'Île-de-France, c'est comment on répartit mieux les flux et on fait connaître la richesse de toute Île-de-France. Alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est l'appréhension par rapport à l'intensité sur certains sites qui paraît parfois très importante alors qu'elle est moindre. Justement, Gauthier Auxerre, cette question, est-ce qu'il y a des collectivités, des sites qui vous appellent « Au secours, il y a du surtourisme chez moi », alors que ce n'en est pas du tout? Comment vous réagissez? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, merci d'inviter Affluence à cette table ronde. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est en fait la voix finalement de tous les sites qu'on a audités depuis plusieurs années. Voilà, on a pu discuter, on a eu la chance d'échanger avec plusieurs dizaines, plusieurs centaines de sites culturels, touristiques en France, de sites naturels, divers et variés. Et du coup, effectivement, on a pu établir certaines conclusions. Alors, sur la partie, déjà pour présenter rapidement Affluence, c'est une solution spécialisée dans la gestion des flux de visiteurs. Donc nous, on a été créé en 2014. On travaille aujourd'hui avec des sites patrimoniaux tels que le musée du Louvre, la Tour Eiffel, le château de Versailles, sur vraiment leur sujet quotidien de gestion des flux. On travaille aussi maintenant, et de plus en plus, avec des sites naturels, comme les gorges de l'Ardèche, les îles de Porquerolles, de Bréhat et d'autres sites. Et en 2 mots, la solution Affluence, c'est une solution de mesure, prévision, communication et gestion des flux en temps réel. Donc on vient installer des capteurs pour mesurer les flux en temps réel sur ces sites en question, avec pour idée de pouvoir communiquer l'information derrière au grand public pour que les visiteurs puissent vraiment choisir le meilleur moment pour venir sur un site en question. C'est vrai que du coup on travaille de longue date avec des sites patrimoniaux, des sites naturels, et on a vu une vraie évolution depuis notre création. Entre 2014 et 2019, finalement, on ne parlait pas tellement de surfréquentation à proprement parler. On parlait plus effectivement de pics de fréquentation qui étaient cantonnés plutôt à du bâti. C'est-à-dire qu'on était dans une période où il n'y avait pas encore l'avènement de la billetterie horodatée. Il y avait encore de vraies problématiques liées à des files d'attente sur des sites très connus, très identifiés, et sur des périodes très connues, très identifiées, donc entre le 14 juillet et le 15 août, sur des sites patrimoniaux connus, ou à la Toussaint, ou à Pâques. Après, effectivement, à partir d'une période post-Covid, on a commencé à être contacté de plus en plus par des sites naturels. Voilà, des sites naturels sur des sujets liés à la surfréquentation. Donc, effectivement, nous, pour revenir sur la question initiale du vocabulaire utilisé, finalement, on utilise le vocabulaire qui est utilisé par ces sites, parce que c'est peut-être ce qui définit le mieux le ressenti qu'ont ces sites vis-à-vis de leur situation. Donc là-dessus, finalement, on reste neutre dans l'étymologie du mot qui va être employé. Par contre, nous, on peut apporter un éclairage particulier lié aux chiffres qu'on va mesurer, lié à la data. Et effectivement, il y a certains sites
qui n'ont pas encore une réalité objective sur les flux tels qu'ils pourraient le mesurer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore de système qui leur permette de quantifier à proprement parler les flux de visiteurs. Et du coup, à partir de ce moment-là, effectivement, on repart à la base de l'étude qui doit être de pouvoir quantifier de manière objective ces flux pour pouvoir effectivement parler derrière de sujets tels que la surfréquentation. Il y a un point qui revient dans vos propos, c'est que quand on parle de surtourisme, d'hyperfréquentation, c'est une observation à un instant T d'une situation statique. Peut-être que l'une des questions à avoir aussi, c'est la question de la régulation des flux. Comment gérer les flux avec des alternatives, des itinéraires bis, éventuellement avoir des plans de gestion pour organiser aussi sur pas dire un délestage, mais on va dire des zones d'influence un peu moindre. Vous venez de l'en parler un instant par rapport à l'Île-de-France. Alors, Madame Salmet, effectivement, vous m'avez expliqué, on a eu un petit échange, que vous avez eu des concertations avec le CRT Île-de-France et la DRAC pour justement organiser et mettre en lumière d'autres sites un peu moins fréquentés, du coup. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement quelle était l'idée de réguler, notamment avec les mobilités douces, les transports Alors, donc effectivement, là, on a lancé un travail avec le comité régional au tourisme, suite à la suite du Covid, notamment pour que les professionnels de la culture et les professionnels du tourisme sur la région francilienne se retrouvent et échangent ensemble, discutent des différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés et trouvent des solutions en partenariat. C'est vrai que ces questions touristiques sur un territoire nécessitent le développement de partenariats. Voilà, chacun ne doit pas travailler tout seul dans son coin, sinon ça ne sortira jamais. Voilà. Donc, on organise, d'abord on a une convention et on organise des échanges réguliers entre les partenaires, petites institutions, grosses institutions, office du tourisme, etc. Et d'ailleurs, on a eu une rencontre en juin dernier sur tourisme et culture durable. Bon, voilà. Alors, sur je dirais comment réguler les flux, bon, il y a deux échelles. Soit on est sur un établissement, soit on est à l'échelle du territoire. Donc, sur l'échelle du établissement, ça a déjà été évoqué. C'est la question qui a été la question du billet eurodaté et de la jauge. C'est-à-dire que l'avantage du Covid, si je puis dire, c'est que pour les visiteurs, le fait de se préenregistrer, d'enregistrer sa visite à l'avance et de s'organiser dans la journée, je viens à tel moment, etc., ça a vraiment été un plus et c'est admis par les visiteurs et ça se passe bien et du coup, ça permet de lisser la fréquentation sur la journée. Et c'est vrai que le Louvre a testé des jauges et a testé des pré-réservations pendant l'été 2022 et en janvier 2023 a été mise en place une jauge à 30 000 visiteurs par jour qui évidemment peut avoir des petites modifications en période d'été ou en période de vacances, mais du coup il y a une jauge qui s'est établie et avec l'habitude des visiteurs de pré-réserver leurs billets, c'est passé sans problème. Donc ça, je dirais, c'est la régularisation des flux dans le temps et dans l'espace. Là, le Louvre est en train de réfléchir à une autre ouverture du musée qui se ferait côté colonnade de Perrault, en face de Saint-Germain-l'Auxerrois, pour sortir de l'entrée vue comme unique sous la pyramide. Bon, ça, c'est la gestion des flux à l'échelle d'un établissement. Alors effectivement, à l'échelle de l'Île-de-France, il y a d'une part la ville de Paris avec les départements de la Petite Couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, qui ont fait un contrat de destination qui s'appelle Explore Paris, la ville augmentée, qui développe d'autres offres touristiques à l'échelle de Paris et de la Première Couronne, patrimonial, tourisme urbain, tourisme de savoir-faire, etc., qui permettent à des touristes de découvrir autre chose. Ensuite, on travaille sur des circuits de visite, des parcours thématiques. Par exemple, en Île-de-France, mais comme dans toutes les régions, mais en Île-de-France, on en a beaucoup. On a beaucoup de maisons des illustres. Et donc, comment travailler sur la valorisation de ces maisons des illustres qui sont des petits lieux et un passage d'un lieu vers l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des différences de notoriété par rapport à la maison des illustres, puisque en 2022 a été labellisée Maison des illustres, la maison de Gainsbourg. Évidemment, vous imaginez que la fréquentation elle est déjà tout à fait optimale. Et par ailleurs, on a eu la Dacha Tourguenieff à Bougival. Les deux maisons des illustres n'ont pas la même notoriété. Mais comment on travaille sur l'ensemble des maisons des illustres? On a aussi un parcours thématique sur l'impressionnisme qui relie trois villes, Auvers-sur-Oise, Pontoise et L'Isle-Adam, et qui travaille le long de l'Oise sur cette question de la destination impressionniste. J'ai presque fini sur ces questions.
Voilà, on travaille par ailleurs, une chose qui a été évoquée dans plusieurs ateliers, c'est que quand on est en région parisienne, on a l'impression que tel lieu est absolument inaccessible en transport en commun. Or, il y a beaucoup de lieux qui sont réputés pas accessibles, mais en fait qui le sont. Donc on a un partenariat avec le Transilien qui développe à travers une campagne de promotion qui s'appelle C'est pas loin en train, y compris sur des sites, sur un site internet, qui développe des parcours de visite. Vous arrivez à tel endroit en train, vous vous baladez, vous voyez un site, puis un autre, et vous revenez en train à 10 km ou à 5 km ou à 3 km. Donc je veux dire, ça c'est important. Et enfin, on essaye de développer de nouvelles offres autour de la mode. Donc je ne sais pas si les uns et les autres vous avez entendu parler de la Galerie Dior qui a ouvert 2022, début 2022, voilà, qui est une autre proposition pour les visiteurs. Toutes les questions développement du tourisme de savoir-faire, autour des visites d'entreprise, autour des propositions avec les artisans qui font découvrir leur savoir-faire. Et enfin, évidemment, tout le développement de l'offre combinée nature et patrimoine. Par exemple, tourisme fluvial en Val-de-Marne, qui permet de découvrir aussi du patrimoine ou des sites naturels. Voilà. Donc c'est assez clair sur le nombre d'opportunités développées sur la région Île-de-France, où il y a aussi une envie, même de la population parisienne, effectivement. Alors, au niveau national, je me retourne à Vionella, au niveau national, le 19 juin dernier, il y a eu un plan national de la gestion des flux. Du coup, vous, Grand Site de France, vous avez été impliqués et je crois qu'il y a 3 notions qui ont été évoquées, le pic de fréquentation, surtourisme. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce plan ? Oui, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc en effet, la DGE s'est tournée vers nous pour... je ne sais pas si on m'entend bien au fond parce que... Ouais, ok. Et donc on a travaillé avec la DGE donc, sur la base de l'expérience de nos membres. Ce sont des expériences de terrain qui ont l'avantage d'avoir été éprouvées. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il y a eu des constats de mauvais choix de gestion, des mauvais choix d'aménagement qui à l'époque paraissaient bien et qui en fait ne l'étaient plus parce que la fréquentation change, le tourisme change et aussi la façon dont on en parle. Et c'est vrai qu'en 2023, quand le comité de filière tourisme a été relancé par la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, et dans le but de formaliser une feuille de route et un plan de relance, un plan de gestion national de la gestion des flux. Le cabinet s'est tourné vers nous pour à la fois comprendre et prendre un petit peu le meilleur pour essayer de voir quelles pourraient être les bonnes pratiques et les éléments à retenir pour partager un petit peu l'expérience. Et un des premiers ateliers qu'on a fait ensemble, c'est un atelier de partage de vocabulaire, en fait, tout simplement, de culture commune, puisque le tourisme, je pense que, on le voit dans cette assemblée aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas du tout tous les mêmes métiers, mais c'est un thème fortement pluridisciplinaire pour lequel de nombreux acteurs peuvent se sentir impliqués, peuvent avoir des missions et des compétences directement ou indirectement liées. Et tout le monde est en capacité de parler de tourisme, déjà parce qu'on est tous plus ou moins un touriste à un moment donné. Donc il y a une facilité de travailler sur ce sujet qui en même temps complexifie la chose puisqu'on en parle de bien des façons. Et ce groupe de travail nous a permis, donc avec l'aide de chercheurs, je pense notamment à Saskia Cousin, de définir un petit peu scientifiquement les termes et de se dire peut-être que, en effet, donc pic de fréquentation, c'est un phénomène qui s'inscrit dans un temps court sur une géographie très identifiée, très localisée, mais qui est pour le coup assez conjoncturelle. Et puis, en fait, c'est les phénomènes répétés de ces pics de fréquentation qui, au bout de 5 ans, 6 ans, s'ils n'ont pas été résolus, au bout de 20 ans, on va parler de surtourisme puisque les impacts ne seront plus du tout les mêmes. On ne sera plus sur du piétinement de l'érosion, on sera sur un foncier qui sera fortement accaparé par des résidences secondaires, il n'y aura plus du tout d'habitants, plus de métiers artisanaux, plus de jeunes, peut-être aussi... voilà, c'est des impacts très forts qui viennent complètement transformer un territoire. Et pour le coup, moi je parle plus de territoire que de monuments, c'est un biais grand site et vous m'en excuserez, j'espère, mais en tout cas, c'est en effet cette échelle-là sur laquelle on travaille. Et voilà, donc nous, on a en effet donc défini pic de fréquentation,
répétition des pics de fréquentation, ce qu'on peut appeler surfréquentation, ça marche. Et le surtourisme, c'est vraiment le phénomène de longue durée qui est vraiment inscrit, pour lequel il y a eu une perturbation très forte de l'équilibre du territoire pour cause d'un tourisme qui, encore une fois, n'est pas juste dû à du numéraire, mais peut-être à des choix de gestion ou à de la non-gestion ou à des erreurs ou à des comportements à la fois des touristes et des professionnels du tourisme qui ont pu renforcer un impact fort. Peut-être si on parle de gestion... Si j'enchaîne sur la gestion, en fait, nous, on se base pas beaucoup sur la notion de capacité de charge. On parlait tout à l'heure de la difficulté d'observer dans la durée. Ce qui a pu se faire au sein du réseau des grands sites de France, en effet, c'est de se dire, on sait à chaque bilan de saison ce qu'il en est en termes quantitatifs, mais on veut aller plus loin parce que ça ne nous suffit pas dans les grands sites pour savoir quoi faire et prendre des décisions éclairées. Et avoir un véritable curseur pour les gestionnaires d'espaces comme d'espaces protégés pour prendre des décisions qui soient vraiment qui s'inscrivent dans la durée et qui peuvent vraiment avoir un impact sur cette fréquentation. Ce qui fait que les critères qualitatifs sont peu à peu entrés en ligne de compte avec de nouvelles données. On va en parler tout à l'heure, avec des données aussi relativement innovantes, avec l'intelligence artificielle, etc. Et tout cet agrégat de données fabrique aussi une compétence nouvelle qui est la compétence de faire converger ces données, de les analyser et d'en ressortir un bilan dans le cadre d'un observatoire de la fréquentation qui soit pérenne et qui permette d'année en année de réinsérer des données et d'en ressortir une évolution, une tendance qui va vers le haut ou le bas. Mais le haut ou le bas vers quoi? Et là j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on est encore, et on parlait de changement de paradigme je pense dans toutes les tables rondes, on est encore dans une époque où une bonne saison, c'est une saison qui a fait plus de fréquentation que l'année passée, ou en tout cas qui a au moins atteint le même niveau. Et là, ce qu'on a essayé de travailler avec nos membres, c'est l'idée que quand on parle de réussite et de performance touristique, on puisse le faire d'une autre façon et pouvoir se dire aussi que le tourisme durable aujourd'hui, est-ce que c'est pas de dire on a fait une très bonne saison parce qu'on a gagné plus 5 en biodiversité ou d'une telle espèce qui s'est réapproprié un espace qui avant n'était pas disponible pour elle. Et par contre, on a quand même malgré tout des professionnels, des restaurateurs qui ont très bien travaillé, mais qui ont travaillé en qualitatif et pas forcément en quanti. Et c'est cette recherche du toujours plus dont, à mon avis, il faut peu à peu se délester et se décrocher pour aller vers du plus insérer en fait d'autres indicateurs. Et pour ça, je vous renvoie à l'excellente publication de Acteurs du tourisme durable qui s'appelle Comment mesurer sa performance touristique autrement, qui est en ligne librement. Alors toujours plus, les professionnels du tourisme ou les acteurs territoriaux souhaitent quand même avoir des visiteurs. Alors je me tourne vers Gauthier Auxerre parce que quand je prends ma voiture électrique sur l'autoroute, je vois un panneau bouchon, je suis un peu réticent. Est-ce que finalement d'annoncer un engorgement sur des lieux touristiques, est-ce que ça serait en fait un facteur d'insatisfaction? Donc comment créer un équilibre entre satisfaction visiteurs et satisfaction des habitants et des acteurs locaux? Oui, effectivement. C'est vrai qu'envisager la régulation des flux et un plan de gestion, ça nécessite d'analyser les causes et les impacts des problématiques liées à la gestion des flux. On en a parlé de manière diffuse, mais il y a pas mal en fait, de sujets qui sont différents et du coup, c'est compliqué de définir un plan parfait à mon sens parce que la racine du problème est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes différents en fonction des sites qui ne vont pas forcément amener à la même solution in fine. Alors, on peut en citer quelques-uns, et ça, je parle encore à travers les expériences qu'on a, nous, avec Affluence, puisqu'on équipe aujourd'hui une centaine de sites catégorisés comme du patrimoine ou du site naturel partout en France. Déjà, la capacité maximale d'un site qui ne peut pas absorber plus, tout simplement, bon, ça, c'est l'une des causes, on va dire, les plus essentielles, mais on peut citer le cas des îles en France aujourd'hui, île de Bréa, île de Port-Carol, on équipe certaines îles qui en fait ont vu depuis le Covid une augmentation de la fréquentation. Alors ça a été mesuré pour le coup, plus 30% par exemple pour l'île de Bréa. Et
derrière ça une incapacité à pouvoir tout simplement absorber plus par rapport à, en période estivale, un seuil qui est devenu inacceptable entre guillemets. Donc voilà, c'est une saturation évidemment qui entraîne d'autres conséquences qui sont imbriquées les unes aux autres. Là par exemple pour l'île de Bréhat, les conflits d'usage, qu'on en parle beaucoup, il peut y en avoir plusieurs. Alors là, en l'occurrence, conflit d'usage vis-à-vis des habitants de ces îles qui trouvent inacceptable cette surfréquentation sur une période donnée. D'autres conflits d'usage, nous, qu'on nous a demandé, sur lesquels on nous a demandé de travailler avec Affluence, par exemple en haute montagne, sur les sentiers de randonnée, qui sont aujourd'hui des lieux extrêmement fréquentés, mais aussi des lieux où travaillent des personnes, des agriculteurs sur les estives, des lieux sur lesquels il y a aussi d'autres possibles conflits d'usage. Donc on nous a par exemple donné des cas concrets avec les chasseurs et les battus, ou comment concilier des sentiers qui sont très fréquentés avec tous ces types d'usages différents. Donc on a eu des échanges avec le ministère de la Transition écologique sur ces sujets, comment pouvoir alerter les personnes qui feraient de la randonnée et qui seraient amenées à croiser des chasseurs par exemple. On a pas mal de sujets aussi aujourd'hui avec Affluence en amont finalement du site en question. En amont du site en question, c'est comment les visiteurs viennent sur ce site. En fait, il n'y a pas forcément toujours des problématiques liées à la capacité du site en question, mais à la manière dont les personnes vont pouvoir se déplacer. Donc, typiquement, c'est un site particulier que connaît Marika sur le cirque du fer à cheval, où finalement, en fait, il n'y a pas forcément de questions particulières sur le site en question une fois que les visiteurs sont sur ce site. Par contre, en amont, en fait, le cirque du fer à cheval, c'est un site qui est en haute montagne, en haut d'un col, dans une impasse. Et du coup, quand les personnes viennent toutes à la même période, c'est-à-dire entre le 14 juillet et le 15 août, quand elles viennent sur un week-end particulier, elles se retrouvent à être coincées dans des bouchons, alors que du coup, il y a plein d'autres moments où finalement, il n'y a pas ce sujet-là. Et être coincé dans des embouteillages pour monter à un col, ça a d'autres implications, comment les secours peuvent intervenir si jamais il y a des problématiques liées aux incendies, un malaise, comment derrière aussi les transports publics, qui pourraient être une solution alternative en termes d'intermodalité pour amener des visiteurs sur ces sites, du coup sont aussi bloqués dans ces bouchons. Donc, voilà. Et cette problématique de déplacement, on la rencontre nous très souvent avec Affluence. On nous demande de plus en plus de mesurer finalement le nombre de personnes sur des axes routiers et aussi le nombre de voitures sur des parkings. Voilà. Pour informer justement, en fait, pas tant du nombre de personnes sur le site, mais la capacité d'accueil du parking en question, s'il est plein ou pas. Donc voilà, on a pas mal d'exemples avec les gorges de l'Ardèche, avec le Mont Ventoux, tous les littoraux aussi qui peuvent être impactés, littoraux charentais, les littorales aquitains, sur ces questions de surfréquentation plutôt liées à des déplacements, des modes de déplacement. On parlait de l'impact sur le patrimoine, qu'il soit bâti ou vivant. J'ai eu par exemple aussi aujourd'hui ce matin, on m'a appelé, alors c'est l'association Chiroptère de France qui m'a appelé. En fait, c'est une association qui préserve les chauves-souris dans le sud de la France en particulier et qui s'est vu confier une mission par l'ONF pour pouvoir gérer les flux d'un site naturel très très fréquenté, notamment l'été dans le Var, et du coup pouvoir préserver, on va dire, la biodiversité liée à la préservation des chauves-souris en particulier. Voilà, le genre de sujet aussi qui peut être évoqué dans... Donc c'est pour ça que les plans de régulation vont être différents en fonction en fait, derrière de ce qui pourra ressortir en amont de tous les impacts liés à la surfréquentation. Alors du coup, effectivement, nous, avec Affluence, la solution elle se déploie sous plusieurs dimensions, au niveau micro, c'est-à-dire à l'échelle d'un site en particulier. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir communiquer l'information d'Affluence en temps réel sur le site en question, pour que les visiteurs puissent avoir connaissance en amont du déplacement de l'affluence sur ce site. Et après, effectivement, il faut idéalement que cette information puisse s'inscrire à l'échelle macro d'une région pour pouvoir lisser les flux entre des sites qui seraient moins fréquentés, qui ont encore des capacités de pouvoir accueillir plus de monde, et d'autres sites qui sont, à une période donnée, surfréquentés. Voilà. Donc la technologie a quand même sa place, une utilité dans la réflexion de la régulation des flux. Du coup, on arrive à la troisième série de questions sur les effets justement
réelle de ces outils numériques dans justement cette gestion des flux. Alors on a parlé d'horodatage, il y a des éco-compteurs également hein, sur les grands sites ou d'applications. Gauthier Auxerre, je vais continuer plus loin dans la réflexion. Quand on a eu notre échange, vous m'avez parlé de data que vous collectiez et que vous ensuite attribuez à des partenaires. On a parlé même d'Orange Fluvision hein, qui collecte des données. On a un peu d'avancée, on a un peu de recul maintenant là-dessus. Du coup, est-ce que vous pouvez donner un peu les effets de cette utilisation des data, justement? Oui, concrètement, c'est vrai que, comme le disait Marika tout à l'heure, on a de plus en plus de data disponible. L'idée, c'est de continuer à pouvoir justement capitaliser sur cette data pour pouvoir à la fois la traiter pour mieux comprendre et aussi communiquer. Donc, nous, voilà, chez Affluence, c'est ce qu'on propose à la fois à l'échelle d'un site qui peut communiquer son information d'affluence, voilà, dans toute transparence aux visiteurs en question. Et après, effectivement, nous, étant donné qu'on équipe de plus en plus de sites, vient des sujets à l'échelle régionale ou nationale où on peut mettre à disposition l'information d'affluence pour qu'une région, un CRT, un ADT, un OT puisse récupérer l'information et la diffuser à son tour, de telle façon à ce qu'il puisse y avoir un maillage de plus en plus fort à l'échelle du territoire. Et les effets, effectivement, commencent à se faire sentir. Bon, on a encore peu de recul, hein, parce que, encore une fois, ce sujet-là, lié à la surfréquentation de sites naturels, surtout, date, on va dire, de post-Covid, donc à partir de 2020. Mais par exemple, sur le cirque du fer à cheval, l'un des grands sites qu'on équipe, il y a eu beaucoup moins de pics en 2023 qu'en 2022, par exemple, sur une communication qui a débuté en 2022. Donc ça, après, ça implique aussi de pouvoir intégrer dans l'écosystème tous les acteurs, les sociopros, dans la diffusion de la communication. Par exemple, avec le Mont Ventoux, on a organisé des webinars afin de pouvoir mettre à disposition la donnée et que en fait, tous les socioprofessionnels qui travaillent au sein de l'écosystème touristique puissent accéder à la data et eux-mêmes pouvoir la rediffuser. Oui, allez-y. Peut-être compléter rapidement sur le grand site de France en projet de Sixte Fer à Cheval. Je sais qu'ils ont été très contents en fait, de se doter de cet outil-là. Et l'effet que ça a sur la gestion de la fréquentation, il est assez indirect en vérité. Il y a à la fois un volet d'information, c'est-à-dire qu'il y a une web API, il y a une application qui permet d'informer les visiteurs. Donc ça a nécessairement un impact, ça améliore nécessairement la communication du site vis-à-vis de ses visiteurs. Et en plus, ça renforce les capacités du gestionnaire à gérer son site, tout simplement. Il est là l'effet. Il est dans renforcer les compétences et l'ingénierie territoriale associée à la gestion de la fréquentation sur le territoire. Et c'est pas du tout négligeable, ça. Donc l'effet, il est pour moi indirect, mais en même temps, il est très important. Donc c'est un effet organisationnel pour toutes les parties prenantes. On a parlé de l'horodatage tout à l'heure en Ile-de-France. Moi, j'étais jeudi dernier au musée d'Orsay pour visiter l'exposition de Van Gogh, Dernier moment, Auvers-sur-Oise. Et il y avait à la fois la visite horodatée et ceux qui n'avaient pas réservé. Et justement, voilà, il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas réservé visiblement, qui était assez insatisfait. Mais pourtant, il y a une information d'horodatage. Alors, est-ce que ça marche, l'horodatage ? Alors, comment pourrais-je dire ? Vous avez pris le mauvais exemple. Voilà. Voilà, on a effectivement des gros établissements, c'est le cas du Louvre, c'est le cas de Versailles, etc., qui travaillent sur cet horodatage et, comment dirais-je, et qui sur leur site, qui en montrent tous les effets bénéfiques. Je dirais qu'Orsay a un petit peu une autre politique. Et effectivement, à Orsay se croisent à la fois les visiteurs qui viennent avec un horodatage et les visiteurs qui peuvent prendre des billets au dernier moment. Et ça pose effectivement des problèmes de conflit, je dirais, de visite et d'attractivité de la visite et de confort de la visite, notamment au moment des grandes expos, comme là, une expo Van Gogh. C'est sûr que ça attire du monde. Voilà, ça c'est sûr. Et sur les autres sites, au début, l'horodatage, c'était aussi pour des mesures de prévention sanitaire dans le cadre de la Covid, pour la distanciation. Je rappelle qu'on devait être distants de plus d'un mètre les uns les autres, quand on va se rappeler cette formidable période. Mais du coup, finalement, c'est rentré dans les pratiques quand même. C'est rentré dans les pratiques et ça a été considéré justement par les responsables des lieux très fréquentés comme une réelle possibilité de rendre la visite plus agréable pour les visiteurs. Donc ça a été vraiment un outil et qui finalement est plutôt bien rentré dans les mœurs des visiteurs et les visiteurs y trouvant tout leur intérêt.
Oui, parce qu'ils savent à quelle heure ils rentrent et ils évaluent également le temps de visite dont ils ont besoin. Et puis ils évaluent aussi en disant si je vais ce créneau est déjà plein, donc il y aura trop de monde. Donc, oui, je vais me décaler. c'est en termes de ça donne le choix aussi, l'opportunité de choisir. Vous vouliez compléter, Gauthier Auxerre? Ouais, c'est vrai que sur la billetterie hors datée, comme je l'ai dit, effectivement, nous on a vraiment vu l'évolution après Covid, avant 2019, après 2019, sur les sites qui n'avaient pas de billetterie hors datée avant 2019 et qui en ont presque tous maintenant. Ce que je trouve intéressant dans un modèle hybride, après le taux est à définir en fonction des sites, c'est quand même laisser la possibilité sur site aux visiteurs de pouvoir acheter son billet si jamais il n'a pas réservé. Voilà, on a tous moi j'ai eu l'occasion de pouvoir aller, c'était à Florence où on était sur du 100% eurodaté et j'avais pas pu aller visiter le Duomo. Bon, j'avais été très déçu aussi et les prochains billets étaient 3 jours après. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans l'eurodatage en tout cas, c'est de pouvoir c'est la meilleure façon finalement pour structurer un flux, parce qu'on connaît à l'avance, on définit à l'avance le quota du nombre de personnes qu'on va mettre en place dans un créneau donné. Et finalement, c'est un peu un modèle qui a aussi été mis en place d'une certaine manière quand on parle de quota, dans le cas des calanques par exemple à Marseille, où on définit un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas dépasser sur un nombre de jours donnés. C'est effectivement l'une des façons les plus strictes, on va dire, de pouvoir réguler les flux. On a parlé de réservation, mais il y a aussi une dernière question à Ravionella sur les grands sites de France. Tout à l'heure, Jean-René Maurice, directeur de l'Estua, disait qu'il y a un regard qui est porté sur un monument qui fait patrimoine ou un territoire qui fait patrimoine. C'est le regard qui change les choses. Est-ce que l'outil numérique, du coup, il permet d'augmenter ce regard ou de mieux qualifier ce lieu patrimonial ? L'outil numérique, il sert à plein de choses. En effet, je pense qu'il peut être utile pour qualifier le regard. Il est utile pour un tas de volets. Dans les grands sites de France, et là, c'est un peu bizarre d'être en hauteur, ça fait un peu le sachant qui partage, c'est pas du tout le cas, je vous parle juste de retour d'expérience de nos membres. On a donc passé à peu près 2 ans et demi à capitaliser l'expérience de nos 50 collectivités qui travaillent depuis parfois plus de 20 ans sur la gestion de la fréquentation, et on a percolé une méthodologie de gestion durable de la fréquentation en 10 leviers d'action. Certains incluent des outils numériques et des données extrêmement modernes, mais il y a énormément de leviers qui incluent beaucoup d'humains et beaucoup de bon sens et beaucoup d'intelligence collective, d'intelligence territoriale. Et il y a une donnée qui est impossible à numériser et qui restera irremplaçable et qui ne pourra jamais être changée, et qui, pour le coup, on peut faciliter sa collecte, c'est les données de perception et les données de ressenti. C'est des données sensibles qui sont complètement des données d'observation, au même titre que combien de nuitées à l'hôtel, combien de voitures sont passées par l'autoroute truc pour arriver au site, etc. La donnée de perception, c'est elle qui va nous permettre aussi de travailler sur l'acceptabilité du tourisme. On a des sites territoires où il y a des points chauds. Si on fait des cartes de chaleur de nos grands sites, il y a des points chauds, il y a des points de vue, il y a des moments dans la journée où c'est impossible de se garer. Et il y a des points froids, des points où il n'y a pas grand monde, des petits villages qui sont en arrière littoral souvent, ou qui sont en fond de vallée, ou qui sont au bout de la vallée, qui ne sont pas facilement accessibles et qui valent le coup, et qui, eux, aimeraient bien accueillir des touristes et qui seraient ravis de le faire. Et c'est comment on joue les vases communicants. Et cette méthodologie, donc je disais, elle est en 10 leviers. Je ne vais pas vous présenter les 10 parce que je crois qu'on est sinon on en a pour toute la soirée. Mais je serais ravie en tout cas de vous en parler en off ou à d'autres occasions. Mais en effet, les principales, le premier levier, c'est vraiment celui de la gouvernance et de structurer un récit collectif et une trajectoire du territoire et pour réellement enclencher un désir de tourisme, c'est-à-dire de plus être sur du tourisme subi, mais de choisir le tourisme qu'on souhaite sur le territoire. Sur des territoires surfréquentés, on a ce luxe-là de pouvoir dire, en fait, on attire déjà du monde, qu'est-ce qu'on en fait selon nos critères à nous, parce que c'est plus acceptable que ça se passe comme ça. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est politique, qui tient d'une gouvernance, qui tient d'un projet de territoire co-construit avec un certain nombre d'acteurs, qui se veut transversal,
transversal, cohérent, mais surtout concerté, pour vraiment aller vers cette trajectoire touristique et se dire, nous, on refuse que les touristes se comportent comme ça ou arrivent comme ça. On veut que ça se passe comme ça. Et on découle les 9 autres leviers que sont l'observation, la réglementation. Alors oui, il y a les quotas, mais pour nous, c'est un élément de tout le levier sur la réglementation. Le foncier est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant, la maîtrise du foncier. Les arrêtés de circulation aussi sont très efficaces. Donc un quatrième levier qui serait sur l'aménagement. Et nous, on aime bien dire aménagement avec un A entre parenthèses, puisqu'en fait, on ménage les sites aussi. Parfois, retirer un parking, c'est gérer la fréquentation. C'est pas rajouter du parking ou calibrer un parking à la taille maximum pour accueillir le nombre maximum. C'est dire, on accueille déjà du monde, par contre on va mettre un parking subsidiaire à côté d'un village qui lui bénéficie d'absolument rien et qui souhaite se structurer, qui souhaite structurer une offre touristique pour accueillir du monde. Un cinquième levier sur la gestion de la circulation et du stationnement, un sixième sur l'écomobilité, on a parlé du dernier kilomètre. Un septième levier qui est extrêmement important et qui, je pense, parlera beaucoup aux petites cités de caractère, qui est la transformation de l'offre touristique, qui consiste en fait à s'associer aux professionnels du tourisme, aux institutionnels du tourisme, CRT, ADT, Office de tourisme, mais aussi les restaurateurs, les hébergeurs, pour ensemble participer encore une fois à ce récit collectif qu'on veut inscrire dans la durée et qui implique aussi une compréhension collective du tourisme souhaité. Et tout à l'heure, on parlait d'impact sur potentiellement le chiffre d'affaires, de professionnels, etc. Nous, on a déjà eu des remontées de certains sites qui, dans leurs études, leurs enquêtes de fréquentation, quand ils s'adressent à des restaurateurs notamment, témoignent du fait qu'ils travaillent extrêmement mal quand il y a trop de monde et que ça ne leur plaît pas beaucoup. Alors oui, ils font beaucoup de couverts, mais en fait, c'est pas du tout la façon dont ils aimeraient travailler. Puis ils ont des problèmes d'approvisionnement de leurs produits frais, puis il n'y a pas assez. Enfin voilà. Donc c'est pas toujours très confortable, même pour des professionnels, d'avoir du monde. C'est pour ça que je disais le toujours plus, c'est pas toujours l'objectif visé. Enfin, ne doit plus être tellement l'objectif visé. Le 8e levier, c'est la gestion des activités de pleine nature. On a parlé de la marche tout à l'heure dans l'autre table ronde. Le 9e, c'est la communication et la sensibilisation. Donc, comment on parle aux visiteurs avant qu'ils arrivent sur le site. Et le dernier levier, et là, c'est là que je pense que les outils numériques sont particulièrement pertinents, c'est la médiation et la sensibilisation. Comment on interprète un site, comment on pose un regard justement sur ces paysages patrimoniaux qui sont survendus sur les réseaux sociaux, qui sont survendus de bien des façons, comment on reprend la maîtrise du récit qu'on a souhaité et qu'on souhaite faire perdurer sur ce territoire. Et là, je pense que les outils numériques, ça existe déjà, hein, on parle beaucoup de gamification dans le tourisme, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il y a encore une grande fenêtre qui s'ouvre à nous sur ce levier-là. Très bien, merci beaucoup. Donc on va laisser la place aux questions dans l'assistance. Donc soyez-vous libre. On peut juste vous demander de vous présenter juste avant de pouvoir poser votre question aux membres de la table ronde. Merci. Merci. Donc, Karine Duquesnoy, fonctionnaire à la transition écologique et au développement durable du ministère de la Culture. Moi, j'ai une question. Alors, quand on parle justement préservation, travail sur les jauges et la pré-réservation totale, si on prend l'exemple Milan, la Seine, personne ne verra la Seine s'il ne s'y prend pas un petit peu en avance. Mais moi, je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir appréhender la gestion de flux, de fréquentation, mais se posent immédiatement les sujets de recettes. Là, vous parliez des questions de sites, mais quand on parle de systèmes avec des billetteries, donc il y a, dans un sens, on évoquait ce matin les sujets aussi de mobilité et parfois de propositions et de billetteries différenciées qui vont finalement donner un plus à un public qui aura pratiqué une mobilité douce pour se rendre sur le site.
Est-ce que finalement, si on veut travailler sur des jauges pour améliorer le confort de visite, éviter finalement trop de monde au même moment, est-ce que des retours que les uns ou les autres vous pouvez avoir de partenaires, ces questions de billetterie différenciée, c'est un sujet dont on parle beaucoup au ministère de la Culture et on s'interroge beaucoup. D'ailleurs, c'est une question peut-être plus large aussi pour la salle, de voir comment vous percevez cette piste, qu'elle soit dans une logique positive, hein, qui est pas, on ne va pas surtaxer le touriste qui vient de loin, mais plutôt faire payer moins cher celui qui aura fait un autre choix, et pour permettre peut-être d'équilibrer, si on réduit les jauges, si on veut dire moins de personnes, comment la recette peut se rééquilibrer. Et voilà, si vous avez des retours ou des avis sur ces points qui nous préoccupent beaucoup. Moi, j'ai juste deux petits retours, mais que tu dois les avoir, Karine. Au niveau du Louvre, c'est vrai que Laurence Descartes, quand elle a réfléchi à baisser la jauge à 30 000 visiteurs par jour, elle a réfléchi effectivement aussi en termes de recettes. Et ce qui était évident, c'est qu'un visiteur qui est content de sa visite, c'est un peu... Voilà, mais un visiteur qui est content de sa visite passera plus de temps à la boutique et dépensera plus d'argent à la boutique. Donc il y a un retour. La jauge est peut-être plus faible, mais le visiteur est plus content et il passe plus de temps à la boutique. Voilà. Par ailleurs, sur des réflexions sur faciliter, ou permettre aux visiteurs de venir en transport en commun et être bénéficiaires d'une réduction, etc. Je sais que la Cité des Sciences, Univers Sciences, y réfléchit, et que par ailleurs a été développé le pass Navigo Culture, c'est-à-dire qu'en Ile-de-France, chacun a à peu près un pass Navigo, et quand on a un pass Navigo, il y a des offres qui sont proposées dans les établissements culturels plus intéressantes. Ça, c'est pas très bénéfique, au niveau économique, par les établissements culturels, parce que c'est un effet d'aubaine. Ça veut dire que le visiteur, il a son pass Navigo, de toute façon, a priori, il serait venu, et du coup, il paye moins cher parce qu'il a le pass Navigo. Voilà, mais ça, c'est des choses qui commencent à se réfléchir, mais voilà. On a un exemple normand, je ne sais pas s'il y a des Normands ici, qu'on utilise beaucoup, nous, avec la mission Transition écologique, qui est le centre Juno Beach, qui est un centre qui travaille sur la plage du débarquement. Donc c'est un centre canadien, donc c'est l'antenne française de l'association canadienne. Donc eux, par définition, c'est un public très lointain. Et ils ont fait un travail où là, effectivement, arriver porte de la Villette en transport en commun, c'est pas tellement un exploit. Arriver jusqu'au centre Juno Beach, dont les gares les plus proches sont Caen et Bayeux, sans utiliser la voiture, là, c'est une action volontariste. Donc eux, ils ont développé une billetterie effectivement plus intéressante pour ces publics-là. Mais si on veut équilibrer, ça peut vouloir dire augmenter les tarifs et jouer sur cette question, et puis peut-être aussi sur les usages et sur la façon dont on va consommer autour. Mais voilà, ça c'est des points sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de données, et c'est important si on veut travailler sur la question de la surfréquentation et la question de comment on arrive au lieu culturel. Peut-être pour compléter, j'ai un exemple à prendre comme il est. C'est l'exemple du grand site de France Bibracte Morvan des Sommets. Donc c'est un site archéologique, mais qui est intégré dans un paysage. Donc, le périmètre du grand site a été étendu, donc il y a aussi un aspect, une belle forêt classée autour. Et c'est vrai que Bibracte, la surfréquentation, de mon point de vue, de notre point de vue collectif, je pense qu'on est peu nombreux à se dire « oh là là, ce site, c'est sûr, il est surfréquenté ». Si vous demandez à quelqu'un du coin, il va vous dire oui, on s'inquiète de la surfréquentation. C'est pour ça que je disais, la notion de perception, elle est essentielle. Ça, c'est juste une parenthèse. Pour parler de la billetterie, donc c'est un site à billetterie puisqu'il y a un musée archéologique qui est associé à ce site. Ils ont développé, alors je ne connais pas le détail en termes de recettes, etc., mais ils ont développé un billet combiné avec un site beaucoup plus connu et pas très loin, qui est Alésia, et avec la ville d'Autun, avec une thématique gauloise, archéologie, et ce billet combiné, il est travaillé collectivement
Les recettes, encore une fois, je ne connais pas le détail de comment elle est répartie sur cette billetterie, mais ça permet aussi cette diffusion des flux et surtout de promouvoir un tourisme plus de séjour et moins de cueillette sur chacun de ces sites. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Bibracte développe beaucoup et a une attention extrêmement forte sur sa boutique, avec des produits sourcés, enfin voilà, c'est des produits de qualité. Et de même pour, si vous y allez un jour, je vous le recommande, le restaurant qui est associé au grand site, qui s'appelle le Chaudron, et dans lequel vous êtes servi un repas gaulois, et vous mangez à la gauloise, avec des cuisiniers qui vont vous expliquer comment manger les Gaulois, etc. Et tout ça, ça incite en effet à rester un petit peu plus que juste une visite de musée. Derrière, on vous explique qu'il y a une forêt qui est magnifique, qui est une des plus belles forêts que je connaisse personnellement et qui vaut le détour et qui invite progressivement à ralentir. Et on parlait de slow tourisme dans la table ronde tout à l'heure, c'est exactement ça. Et le slow tourisme, il permet justement cette répartition des recettes qui certes est moins immédiate, moins directe, mais qui peut-être au fil du temps, peut-être que sur l'automne, ça va se ressentir qu'en fait la billetterie, elle marche aussi bien qu'au tout début du printemps, quand les premiers visiteurs commencent à arriver. Et progressivement, on a un étalement aussi des recettes dans l'année. Voilà, c'est en tout cas l'expérience que je peux apporter sur un de nos membres. Je ne sais pas si ça aide. Merci beaucoup. D'autres questions ? Moi, j'en ai une quand même sur une préoccupation importante qui est quid des générations à venir. C'est-à-dire qu'on a parlé des petits sites de caractère tout à l'heure qui se sont transformés avec une certaine durabilité, une certaine valorisation patrimoniale, ce regard touristique qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais quand on parle de surfréquentation, de surtourisme ou d'hyperfréquentation, comment on anticipe les choses pour les générations futures ? Comment vous voyez les choses tous les trois sur ce sujet-là ? Je parle beaucoup après. Je vais laisser la parole à mes collègues quand même. Non, je pense qu'il faut faire confiance aux générations futures surtout. Je pense qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Je pense qu'ils ont beaucoup de ressources. Je pense qu'ils ont envie. Et je pense qu'il faut savoir s'adresser à eux aussi. D'avoir une communication qui soit beaucoup plus, qui leur parle en fait, et qui leur permette de comprendre, non pas par la crainte, enfin bon, après ça c'est un peu mon credo à moi, c'est-à-dire au lieu de dire on va mettre des quotas, vous allez voir la nature va être interdite, etc., de dire d'inviter à s'émerveiller et à faire de ce patrimoine paysager sien, et de se sentir concerné. Et ça passe par beaucoup de patience, je pense, mais aussi par une authenticité et une sensibilité à transmettre qui est essentielle. Le tourisme, c'est une industrie, mais c'est aussi une pratique sociale. C'est aussi impactant pour l'environnement, et je pense que voilà, il y a de nombreux vecteurs et de façons de transmettre aux générations futures ce patrimoine, même si l'avenir semble sombre. Il faut, je pense, rester, faire du mieux qu'on peut dans nos travaux et dans nos missions respectives. Vous voulez compléter, Mme Salmet ? Oui, alors moi, effectivement, je dirais que, a priori, alors après, là c'est très schématique, mais a priori, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à la question durabilité que sont les générations plus précédentes. Alors après, moi j'aurais juste en question patrimoine quand même, juste une petite attention sur pour que le patrimoine continue d'être conservé, il faut que le patrimoine soit vraiment ressenti par les jeunes générations comme quelque chose d'important. Et voilà, on a des petites vigilances à avoir, parce que notamment lorsqu'on regarde la dernière étude sur les pratiques culturelles des Français, on s'est aperçu un peu avec étonnement que les sites patrimoniaux et les musées qui bénéficiaient jusqu'alors finalement d'une des fréquentations avec les catégories sociales ou professionnelles les plus larges, eh bien, on avait perdu en catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, certains établissements gardent une grosse fréquentation, on a une forte fréquentation, mais qui devient de plus en plus une fréquentation de catégories socio-professionnelles élevées et un peu âgées. Donc la question de la médiation, d'éducation artistique et culturelle,
voilà, des travaux qui sont contenus, enfin, lancés par les villes des pays d'art et d'histoire, les sites, etc., sont essentiels parce que la jeune génération est effectivement sensible aux questions d'écologie, etc., mais il faut qu'elle reste sensible à l'importance du patrimoine. Petit mot aussi sur la question. Effectivement, je pense qu'il y a aussi la question d'un modèle économique, on parlait sur la table ronde précédente, à adapter à l'ère du temps, entre guillemets. Et c'est effectivement qui prend plus en compte aujourd'hui les questions liées à l'environnement. Mais ça, j'ai bon espoir. Effectivement, les futures générations, je pense, en ont déjà conscience, et même notre génération, enfin, toutes les générations réunies. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense, parce qu'on a pas mal regardé la télé pendant le Covid, hein, on a un peu que ça à faire. Et moi, l'une des images qui m'a marqué, c'était de voir la nature approprier tous les sites, notamment les sites naturels, tous les sites, même la ville, les sites surfréquentés justement, à cette époque-là. Et je pense que c'est peut-être de là aussi que vient aujourd'hui l'émergence de toutes ces notions. C'est qu'on a aussi d'une certaine façon conscience que c'est important de les préserver. Voilà. Ce qui peut être rassurant sur l'aspect patrimoine, c'est que au regard de l'Université d'Angers, par exemple, nous avons beaucoup de candidatures dans des masters et des formations en licence ou master patrimoine et tourisme notamment, l'UXR de la France, médiation culturelle communication, territoire, attractivité et création. Donc c'est quand même un signe fort où on voit qu'il y a quand même un intérêt quand même pour le patrimoine. C'est un aspect qui est important. Est-ce que vous avez des questions depuis tout à l'heure ? Oui. Je me permets de te présenter Stéphanie Vittard-Gibia, directrice du repère urbain à Angers. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi une appréhension derrière toutes ces questions. Ce qu'on disait, par exemple, sur le musée du Louvre, c'est que finalement, en termes de recettes, baisser un petit peu la fréquentation ne va pas forcément signifier la baisse des recettes. Oui. On n'est pas sur un parterre privé, les risques et les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Quand on cherche un partenariat en termes d'aménagement. Non, mais effectivement, c'est pour ça que je parlais juste avant de modèle. Et là, je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Comment conseiller la partie économique, sociale, sociétale avec la dimension environnementale. Ça, c'est l'avènement, je dirais, d'un nouveau modèle, mais qui ne va pas se construire du jour au lendemain. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le point d'équilibre, il est difficile à trouver. Mais c'est, je pense, dans l'idée, effectivement, là, de toutes les démarches qui sont organisées par le ministère de l'économie, par le biais de Madame la ministre Olivia Grégoire, de pouvoir construire un modèle sur la thématique du jour, de tourisme durable, justement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément une réponse qui est évidente à mon sens. Après, quand je parle d'appréhension, je vais prendre un exemple qui est assez radical, on va dire. C'est vrai que moi, j'ai travaillé chez Decathlon très longtemps. Et finalement, l'un des principaux indicateurs qu'on regardait à l'époque, donc dans un enjeu retail, qui est quand même très orienté sur la rentabilité et l'aspect économique des recettes, c'était pas le nombre de personnes qui rentraient dans le magasin, mais c'était le seul indicateur qu'on regardait à la fin de la journée, c'était la satisfaction du client. La satisfaction du client de revenir en magasin. Parce que l'idée, en fait, qu'on avait là-dessus, c'était de se dire un client qui est satisfait, c'est un client qui revient. Et dans une optique un peu plus large, maintenant j'élargis le sujet par rapport à la surfréquentation, on sait que la surfréquentation a des effets sur la qualité de visite et que du coup, un visiteur qui va être insatisfait, notamment lié généralement à la surfréquentation, c'est un visiteur aussi qui va moins passer de temps sur le site et qui va de facto moins consommer. Donc voilà, ça, c'est une partie de la réponse. Alors après, je laisse peut-être compléter.
Oui, sur la question des partenariats publics-privés a beaucoup animé notre réseau pendant de nombreuses années. C'est une question qui est sans fin et qui est surtout propre à chaque territoire. Finalement, il y a une question d'alliance territoriale il n'y a pas de recette magique en fait. C'est une solution personnalisée à chaque fois. Ce qu'on observe dans nos bonnes pratiques, et je pense notamment au Grand Site de France du massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales, qui a développé un dispositif tout à fait innovant. On peut vraiment parler d'innovation territoriale, d'innovation d'ingénierie territoriale. C'est un dispositif qui s'appelle Tremplin et qui en fait vise à accompagner les porteurs de projets économiques de personnes souhaitant lancer leur entreprise sur le territoire du Grand Site de France par rapport à l'attrait qu'apporte ce site en termes touristiques. Et ce dispositif Tremplin, il vient un petit peu filtrer avant d'accompagner, pour accompagner de façon la plus personnalisée et de façon à pérenniser les projets les plus désirables finalement et les plus cohérents par rapport au récit territorial dont je parlais pas mal tout à l'heure et au fil rouge que localement sur laquelle la gouvernance s'est construite, qui est la trajectoire qu'on se donne d'un point de vue touristique. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait dans les commerces souhaitables à développer, les filières à développer. Il y a des filières qu'on n'identifie pas toujours, évidemment. Et quand on a une personne qui est en reconversion professionnelle et qui d'un coup se lance dans les Pyrénées-Orientales en famille, dans un projet vraiment de création d'entreprise pour cultiver des plantes tinctoriales et faire de la teinture sur tissu, ça correspond au projet du Grand Site parce que ça maintient le paysage, ça permet de fleurir certaines parcelles et en même temps ça permet aussi d'engranger un écosystème économique en même temps qu'une ingénierie territoriale et du coup le focus, il va être là, il va être sur, on va tout mettre en œuvre pour que cette personne, elle puisse s'installer. C'est pas facile, mais on va essayer de l'accompagner. Pareil pour des loueurs de vélos, pour des hébergeurs qui ont une vision de l'hébergement touristique, et les restaurateurs pareil, etc., etc. Il y aura presque un filtre qui sera fait parce que ce territoire-là peut se permettre d'avoir ce filtre. Et je pense que c'est un petit peu ça la difficulté, c'est que sur ce territoire, c'est assez inégal. Il y a les refuges qui sont saturés 6 mois avant, il faut vraiment réserver tôt pour les avoir. Mais il y a le reste du territoire qui ne bénéficie pas de cette popularité-là. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la solution un peu bateau, c'est vraiment l'alliance territoriale. C'est comment on fait en sorte que les vallées apprennent à se connaître, qu'il y ait une attractivité. Alors il y a une vallée qui s'est développée sur le patrimoine minier, sur le patrimoine historique et les quelques stations thermales historiques qui sont sur cette vallée. Et de l'autre côté, on est plus sur le vélo, le sport de pleine nature, la randonnée, etc. Et il y a un tiers-lieu qui s'est constitué d'un côté par rapport au vélo, qui est très intéressant et qui a été accompagné par le Grand Site et qui, dans une alliance territoriale, n'a pas juste été accompagné par le Grand Site, c'est lui qui a fédéré le CEREMA, la Chambre des métiers du coin et d'autres entités propres aux Pyrénées-Orientales, qui n'existent même pas dans d'autres départements, à l'accompagnement des métiers et de la formation et des projets professionnels et les rendre rentables. Et d'exprimer une volonté d'engager un développement économique qui soit partagé. Mais la question n'est pas simple parce qu'effectivement, il y a des professionnels qui ont besoin de vivre, voire de survivre d'une année à une autre et qui en sont là sur l'équilibre économique. Et c'est encore une fois, je pense, propre à chaque territoire de trouver un peu la formule qui convient. Mais je pense que le partenariat et le dialogue est toujours une bonne façon de procéder, dans tous les cas. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question ? Oui, alors l'idée c'est d'enregistrer aussi. On vous demandait de vous présenter avant de poser d'autres questions, s'il vous plaît. C'est bon, ok. Bonjour à tous, du coup Camille Mosser, je travaille à la Direction Générale des Entreprises sur les sujets d'innovation, de numérique et de données. Et du coup, j'aurais une question sur justement, vous parliez du fait que sur tourisme, c'est une impression, c'est quelque chose qui est du ressenti.
Et versus vous, Gauthier, par exemple, chez Affluence, vous travaillez à objectiver des flux par la donnée et vous fournissez notamment tous ces outils, entre guillemets, pour pilotage aux acteurs. Ma question, elle est un peu globale et je suis désolée si vous en avez déjà parlé. C'est comment est-ce que les acteurs s'approprient cette donnée? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'ils utilisent pour monitorer ces flux? Est-ce que, par exemple, vous travaillez par exemple à la fixation des jauges, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui aujourd'hui est très décorrélé, c'est-à-dire il y a les impressions de surtourisme et il y a ce qu'on observe dans la réalité? Gauthier, je pense que vous allez pouvoir. Oui. On est au début. Clairement, la démarche, elle est en route. C'est-à-dire que chaque mois, nous, peut-être on a une dizaine, une quinzaine de sites qui nous sollicitent et qu'on rencontre sur ces sujets-là. Ils ne sont pas tous au même niveau. Effectivement, les plus avancés vont déjà avoir les solutions, apporter les premières solutions sur la question en traitant la donnée et en apportant des réponses. Mais ce n'est pas la majorité, clairement, des sites aujourd'hui. On est soit dans une première phase où déjà on audite ce qu'on a à disposition pour pouvoir aussi derrière dimensionner ce dont on a besoin. Voilà, donc il y a pas mal de sites qui sont aujourd'hui dans cette phase amont, avant derrière de pouvoir traiter la data. Et effectivement, après, comme l'avait dit en introduction Marika, c'est un nouveau métier qui s'apprend, qui demande aussi du temps et de l'accompagnement. Donc nous, on commence effectivement tout juste à accompagner certains sites sur ces sujets-là, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité des sites aujourd'hui. Bien, donc c'est le temps, c'est le moment de conclure. Donc cette table ronde qui s'appelait Surtourisme, point d'interrogation. Alors pour rappel, on a discuté d'abord un peu de vocabulaire, hyperfréquentation, surtourisme, overtourisme en anglais qui est utilisé aussi. On a parlé également de la régulation des flux, des plans de gestion. Est-ce qu'il faut améliorer l'accessibilité au site, par exemple, ou dans certaines conditions, des alternatives? On a parlé aussi de la question de l'outil numérique, des technologies qui peuvent être utilisées pour à la fois collecter de la donnée, pour réserver, améliorer l'expérience de visite. Je crois qu'il y a un point important à retenir sur cette table ronde, c'est que le surtourisme n'est pas contre le tourisme. Et je dirais qu'il y a un danger finalement à avoir une aversion vis-à-vis du tourisme, une tourismophobie, touristophobie finalement. Il faut savoir que cette approche, elle est aussi vieille que le tourisme en fait. Elle est aussi vieille que le tourisme. Je vais juste citer le grand dictionnaire universel du Larousse du 19e siècle, parlant des notables, marquant un certain absentéisme dans les villes, qui est considéré comme une plaie que l'on cache parfois sous le nom de tourisme. Jean Missler, académicien, 20e siècle, le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Donc on est sur une approche qui n'est absolument pas nouvelle. Il y a une certaine défiance qui existe vis-à-vis des touristes, un certain prosélytisme également qui se poursuit. Les profiteurs de la fin du tourisme pendant le Covid se sont bien trompés, visiblement, comment reprennent les courbes de fréquentation de certains sites. Et je pense qu'il est important, à travers ce qu'on a pu dire les différents intervenants, de réfléchir au projet des individus, la mise en place de ce déplacement qui est d'une expérience touristique et culturelle dans certains sites. On a parlé de patrimoine naturel, patrimoine architectural et bâti, mais d'essayer de comprendre effectivement l'intérêt justement de s'immerger dans un lieu, un espace naturel, un monument, un musée, un site de loisirs même, on pourra en parler. Parce que finalement, le tourisme est un phénomène social et qui est aujourd'hui un composant du bonheur de nos sociétés finalement. Donc pourquoi on s'en priverait ? Donc voilà un petit peu la réflexion et le petit mot pour conclure cette notion de surtourisme, pour un petit peu inverser la tendance et donner une approche, une lecture positive de ce phénomène social qui s'inscrit dans le temps et qui dure, puisque c'est la thématique de cette journée, tourisme durable et culturel. Donc je tiens à remercier les 3 intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour votre participation et je profite d'avoir la parole et je prends ma casquette de responsable de formation pour remercier les étudiants du Master 2 Patrimoine et Tourisme de l'Université d'Angers qui vous ont accueillis, qui ont organisé cet événement avec le réseau des petites cités de caractère depuis plus d'1 an et qui ont fait un très grand travail aujourd'hui. Merci beaucoup.